Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal. Nous sommes à la 4e journée de Batimat et nous sommes à la matinale de la construction bois. Donc nous allons parler aujourd'hui de bois local et de politique de territoire. Avec moi, monsieur Cyril Ducret, vous êtes PDG de Ducret Bois, c'est une scierie, c'est ça? Oui, je suis PDG de la scierie Ducret et puis on a aussi des activités annexes comme des constructions de bâtiments et en fabrication de la mêlée collée. Et de la taille de charpente. Vous êtes basé où? On est basé entre Lyon et Genève, à côté d'Oyonnax. À côté d'Oyonnax. Monsieur Samuel Rialan, vous êtes plutôt ouest de la France, chez Atlan-Bois. Oui, effectivement, je suis prescripteur bois pour Atlan-Bois, qui est l'interprofession filière forêt-bois des Pays de la Loire, donc basé à Nantes. Basé à Nantes. Et à côté de vous, monsieur Jean-Luc Sandoz, vous naviguez entre la Suisse et la France, si j'ai bien compris, concept bois structure, et vous êtes aussi professeur à l'École Polytechnique de Lausanne, c'est ça? Alors oui, effectivement, j'ai une double casquette et une double carrière. D'abord universitaire à l'École Polytechnique de Lausanne comme professeur de construction bois, et aujourd'hui dirigeant de mes startups CBS, Lifteam, Ecoteam, CBT, ingénierie, conception et construction en bois. Construction en bois. Le bois local, c'est quoi? Je vais vous poser la même question à tous les trois. Pour vous, monsieur Ducret, on est local à partir de quand et où? On est local à partir du moment où on travaille du bois français, qui a le même système fiscal français sur lequel on peut se battre avec les mêmes conditions fiscales que les autres. Et puis à partir du moment aussi où c'est du bois qui a poussé sur notre territoire. Monsieur Rialan, le bois local? On pourrait dire, alors nous on n'est pas une région très forestière, donc quand on parle de filière locale, on va dire que c'est déjà un approvisionnement qui vient du Grand Ouest, élargi jusqu'au Massif central, mais on prescrit avant tout déjà du bois français, c'est déjà plus simple, effectivement, pour des raisons économiques. Voilà, bois français aussi, je rejoins la vision de monsieur Ducret. Et vous-même, monsieur Sandoz? Oui, forcément, on va parler du niveau national parce que l'économie se regarde par le niveau national, mais avec les richesses des régions qui doivent contribuer à cette richesse nationale. Alors, avec vous, monsieur Sandoz, on va planter un peu le décor. Pourquoi avoir cette réflexion sur le local, sur le bois local? Parce que finalement, on a du bois qui nous vient d'ailleurs, qui est de très bonne qualité. Pourquoi recentrer sur le local? Alors, je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Je vais vous demander d'approcher un tout petit peu votre micro. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans une période peu banale de notre histoire, puisqu'on a la crise. Une crise très grave, une crise très profonde. Et c'est même pire qu'une crise. On a toutes les crises. On a la crise de la dette, on a la crise du chômage, on a la crise environnementale, et maintenant on découvre la crise morale. Donc, on en est où? On en est qu'on est à la fin de quelque chose, on est à la fin d'une histoire occidentale, on est à la fin du dollar, puisque la semaine dernière, les républicains ont dit qu'eux seraient d'avis majoritairement à mettre les États-Unis en cessation de paiement. Évidemment, ça ne passe pas à la télé, ça ne se dit pas. Que pour sauver le dollar, on fera crever l'euro aussi, puisque vous avez vu que l'euro baisse, l'euro baisse, l'euro baisse, l'euro baisse, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et derrière tout ça, il y a une alternance de la direction du monde par les BRICS. Donc, on est dans un moment de rupture avec la fin du monde d'avant. Et nous, notre job, c'est de préparer le début du monde d'après. Et il faut repartir en recommençant à apprendre à marcher par les niveaux bas, agriculture, construction. Agriculture, construction, forcément locale. Forcément local parce que c'est les plus faciles à relocaliser. C'est pas facile de faire une voiture dans chaque village, mais c'est facile de construire dans chaque village avec des matériaux français, un savoir-faire français. Et en plus, quand on relocalise le travail, je rappelle que c'est quand même le travail français qui finance la socio-économie française, donc qui finance le modèle français. Donc si on passe tous notre temps à travailler à l'étranger pour importer, on stérilise la vie en France. Mais est-ce que c'est pas un peu protectionniste? Est-ce qu'on n'aurait pas aussi intérêt, notre bois local, de l'exploiter? Je vais peut-être me tourner vers vous. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, vous scieurs, est-ce que vous n'avez pas intérêt aussi à exporter votre bois? Nous, on en exporte dans des pays où il n'y a pas de bois. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on garde notre valeur ajoutée locale. Nous, dans le département de l'Ain, on a mis en place un système pour recréer de la forêt, en finançant une partie des plantations, en défrichant des zones pour faire du bois énergie et recréer de la forêt de production. Parce que si on n'a pas de forêt de production dans les générations qui viennent, eh bien à ce moment-là, nous, on sera le premier producteur de ronces et puis on n'aura plus de valeur ajoutée à distribuer. Parce que nous, les industriels, on est là pour créer de la valeur ajoutée. Les politiques, ils sont là pour distribuer la valeur ajoutée qu'on crée. Mais si on n'en crée pas, tout le monde mange du riz.
D'accord, donc plantation de riz du côté de Yonah. Non, mais du riz, je dis. Vous avez quand même intérêt, vous, en tant qu'industriel, en tant qu'entrepreneur, à exporter une partie de votre matière première. Donc vous l'exportez plutôt vers des pays où il n'y a pas de bois. Tout à fait. Nous, on exporte on exporte nos bois dans des pays, l'Afrique du Nord, où il n'y a pas de bois, ou les pays du Golfe. Autrement, mais on a intérêt surtout à utiliser notre bois en France. Sur place. Sur place, parce qu'on n'a pas de transport, on maîtrise la technique. Les gens qui utilisent notre bois, eh bien, ils s'adaptent à notre bois, c'est-à-dire que nous, on a du bois qui a plus de gros nœuds, parce qu'on a une forêt qui est hétérogène en France, et on a des très beaux bois et des moins beaux bois. Mais les très beaux bois, ils sont en résistance C30 ou même voire plus. Et nos vilains bois, ils sont en résistance C15 ou C18. Mais on a toute une panoplie. C'est pour ça qu'on est obligé d'être des gros artisans pour utiliser la totalité de nos bois. Et c'est très difficile chez nous de standardiser les sections et de standardiser les productions parce que chaque massif a une spécificité. D'accord. Donc ce qui oblige un petit peu à avoir toutes les particularités en fonction des essences. Et on n'aura pas tout à fait la même forêt dans l'ouest ou dans l'est. Tout à fait. Sur cet aspect exportation, entre guillemets, du bois, ce paradoxe qu'il y a à vouloir faire local, mais aussi à vouloir vendre à l'extérieur. Alors évidemment, c'est très important. Et en France, il faut arrêter d'être naïf. Quand je ne parle pas de protectionnisme, ou en tout cas, je ne parle pas de protectionnisme plus violemment qu'ailleurs. En Allemagne, quand vous faites un projet d'investissement... Ce que je voulais demander, c'est, vous avez travaillé sur les exemples allemands et suisses, donc expliquez-nous en quelques mots comment ça se passe en Allemagne et en Suisse. En Allemagne, quand vous développez un projet d'investissement avec une orientation export, vous doublez, vous triplez les subventions de l'État, du niveau national, pour développer l'export. Donc c'est une stratégie et une volonté de marque allemande de tout ce qui développe en industrie d'être orienté en Allemagne. En Suisse, j'ai envoyé mes ingénieurs suivre des cours de formation. Comment faire pour prendre l'entreprise locale avec un appel d'offres ouvert? Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que l'entreprise qui vient de l'étranger, elle doit payer avec un SMIC de facteur 3 par rapport à l'entreprise locale qui a les salariés locaux. Donc ça coûte beaucoup plus cher à l'étranger. Donc elle est piégée, elle n'est pas compétitive, elle est contrôlée sur le chantier et se fait virer. Donc vous voyez, ça, c'est pas du protectionnisme, c'est de la lucidité de comment se développer. Et donc bien sûr que l'export est fondamental, puisqu'on a un monde vieillissant, on ne crée quasiment plus de possibilités d'emploi en France. Le potentiel de croissance, il est ailleurs. Il est notamment chez les BRICS et chez les émergents. Donc évidemment qu'il faut avoir une stratégie orientée export. Mais on ne peut pas tous être exportateurs. Mais les pays développés peuvent être plus exportateurs que d'autres. Donc il faut exporter des savoirs, des techniques, des avancées, mais sans faire l'impasse sur notre niveau national, agriculture et construction, voilà, que je mentionnais. Il faut pouvoir faire les deux et revenir un peu à quelque chose de plus local sur le développement des entreprises et sur la construction agroalimentaire et construction locale. Voilà. Et dans les développements stratégiques, quelles sont les richesses de la France? Bon, le tourisme, d'accord, mais on a la première forêt d'Europe, et c'est pas nouveau. Moi, j'ai connu le rapport Bianco il y a 30 ans. Enfin, ça fait une éternité qu'on parle de déficit commercial de la France. Donc tout ça, c'est d'une simplicité à résoudre si on a la réelle volonté. Ça marche tout de suite, et c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors, on va prendre maintenant des exemples, enfin pas des exemples, on va se poser la question de savoir comment on va faire pour justement développer cette approche territoire. Samuel Rialan, vous voulez nous parler du stockage du carbone. L'idée, c'est d'intégrer, c'est de dire que le bois, entre autres, mais on va partir là-dessus. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au carbone et au bois pour recentrer le bois sur son territoire? Là, il y a eu une avancée législative l'année dernière qui a été la loi Le Foll qui a déclaré d'intérêt général le stockage de bois dans les forêts, le bois des forêts et les sols et les produits bois dans la construction. Donc ça, c'est quand même un argument qu'on a aujourd'hui pour tous les territoires qui sont notamment dans des politiques climat, pour leur dire de construire eux-mêmes leurs équipements, leurs édifices avec du bois local, certifié, évidemment, ça va encore plus dans le bon sens, et d'inciter leurs concitoyens, leurs administrés à construire aussi avec du bois pour pouvoir et aussi à planter de la forêt. Donc à être acteur en fait de la filière forêt-bois. Il faut avoir une action vers les collectivités locales, vers les élus, pour leur faire comprendre que le bois,
Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est à la veille de la COP21, ça ne vous a pas échappé. Je pense qu'il faut vraiment argumenter sur ce phénomène. C'est réel, c'est-à-dire qu'il faut bien faire comprendre aux gens tout simplement que la forêt stocke quasiment, la forêt et la filière forêt-bois stockent chaque année, depuis plusieurs années, l'équivalent d'à peu près 15 à 20% des émissions françaises de gaz à effet de serre. 15 à 20%, c'est le premier puits de carbone, la forêt et les produits bois. Et alors c'est surtout en forêt. Et donc pour que la forêt continue à stocker du carbone par la photosynthèse, il faut qu'elle soit en croissance. Et pour qu'elle soit perpétuellement en croissance, il faut la renouveler et donc l'exploiter, mobiliser les bois qui sont moins productifs parce que plus âgés, parce que moins ensoleillés. Et donc pour cela, la meilleure façon de faire, c'est d'utiliser ensuite le bois toujours le bois qu'on aura exploité en construction pour qu'il stocke le carbone qu'il a emmagasiné pendant sa croissance durablement sans le déstocker. Et ensuite, il peut être recyclé dans d'autres produits, réutilisé dans une seconde vie et au pire, en fin de vie, brûlé en substitution à des énergies fossiles. Donc on a vraiment un cercle très vertueux sur lequel il faut s'appuyer et on a des bonnes écoutes. Nous, on pratique ce discours auprès des collectivités, des grosses agglomérations, mais même des petites communes qui sont quand même sensibles à ce sujet-là, surtout qu'en plus, à côté de ça, on l'a déjà expliqué, il y a un intérêt économique qui est évident. Qui est évident. Voilà. Sur cet aspect stockage de carbone, c'est des choses qui... C'est des choses qui rentrent dans les mœurs, mais pour faire ça, il faut définir comment on fait la forêt. C'est-à-dire que la forêt, il faut absolument qu'il y ait des zones qui soient des zones périurbaines où les gens aient le droit de faire une forêt à peu près, une forêt de distraction. Une forêt dans laquelle je peux me promener. Ouais, il faut qu'il y ait des forêts de distraction, il faut qu'il y ait des forêts de production. Et ça, en France, il faut absolument qu'on définisse les forêts de production et qu'on définisse ce qu'on va faire dans les forêts de production. Et puis après, des forêts de montagne, des forêts difficiles où là, on peut faire une exploitation qui est différente. Et ce qu'il faut, c'est faire de la sylviculture et puis arrêter de faire des PowerPoint qui ne servent à rien puis de nous donner des explications. Aujourd'hui, il faut mettre des gens en forêt, il ne faut pas mettre des gens sur des PowerPoint. Il faut arrêter de réfléchir et passer à l'action. Voilà. Monsieur Sandoz, sur cet aspect carbone et sur cet aspect sylviculture, c'est-à-dire culture de la forêt. Oui, alors bien sûr, le carbone, c'est très important, puisque c'était quand même la base du protocole de Kyoto en 97, sauf qu'il ne s'est rien passé et qu'on n'a rien fait, et que la COP 21, vous avez entendu, on n'était même pas sûr qu'elle ait lieu par défaut de financement. Donc c'est juste rigolo, enfin stupide, et donc tout est à faire. Mais justement, avec la filière bois, on est vertueux sur l'environnement, on est vertueux sur l'emploi, on est vertueux sur la social économie parce qu'on refinance localement et on a cette forêt. Mais c'est même bien plus grave que ça, c'est que si on ne change rien aujourd'hui, un arbre sur 4 est planté en Asie, en Chine, un arbre sur 5 en Inde. Donc la moitié des arbres qui sont plantés dans le monde sont plantés en Asie aujourd'hui. Ça veut dire que si on ne se bouge pas, on va encore perdre des emplois dans la filière alors qu'elle pourrait être vertueuse parce qu'on va importer des produits bas de gamme de l'Asie. Donc c'est juste phénoménal les enjeux qu'il y a devant nous. Sur cette question, est-ce qu'on va se mettre à planter est-ce que vous avez des actions au niveau d'Atlan-Bois sur la forêt? Alors on est en attente d'un dossier ADEME, financé en partie par l'ADEME, mais aussi sans doute par des fonds privés, pour aider à la replantation derrière les coupes bois énergie de taillis pauvres. Donc taillis pauvres, c'est des arbres de type feuillu plutôt, qui sont de faible valeur commerciale, qui ne sont pas conformes pour le bois d'œuvre. Et donc on fait des coupes de ces taillis et l'idée c'est de replanter derrière des forêts productives en fonction des sols. Ce sont souvent des sols malgré tout pauvres, donc peut-être plutôt du résineux adapté justement à la construction. Donc ça c'est en cours. Nous c'est ce qu'on fait dans la... Voilà, c'est une dynamique nationale. C'est une dynamique nationale. Vous êtes aussi sur ce type de dans choses. le département de l'Ain, ça fait 6 ans qu'on a mis au place un fonds dans lequel il y a les professionnels, les sieurs, les collectivités territoriales et le département qui finance. On replante à peu près entre 60 et 100 hectares par an. Et ça marche bien. C'est un fonds qui marche bien. Il marche bien parce qu'il n'est pas géré par trop d'administratifs. Il est géré par une commission, il y a 3 personnes et on ne demande que 2 papiers. D'accord, c'est assez simple, il n'y a pas de... Si vous commencez à mettre des frais de gestion là-dedans, ça mange toute la marge. D'accord. Nous, on a une expérience aussi qui a été initiée par des industriels du peuplier, qui transforment le peuplier pour l'emballage ou le contreplaqué en Pays de Loire, qui s'est élargi au niveau national. Merci le peuplier, qui est abondé, qui consiste à abonder par des fonds privés, essentiellement des entreprises, pour la replantation de peuplier derrière les coupes. Donc les industriels financent directement la replantation auprès du propriétaire.
Alors, il y a d'autres actions qui sont menées, notamment le développement de certaines marques. Bois des Alpes, pour en parler. Et est-ce que ça, c'est une des pistes pour justement territorialiser la production et son utilisation? Alors bien sûr, on peut développer les labels locaux, les labels régionaux, les labels français. Est-ce qu'on ne devrait pas développer simplement un label bois français? Alors, ce serait la priorité. Il ne faut pas perdre de vue la priorité. La priorité, c'est le bois local français. Donc, on va le faire. Bien sûr que Bois des Alpes, ça donne une petite impulsion. Donc, on aide, ça contribue. Mais il ne faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas qu'on dise, parce qu'on a fait ça, on n'a plus rien à faire. Ça consiste en quoi, ce type de certification? Et, comment ça peut porter le développement du territoire et l'utilisation du bois local dans la construction? Donc, on développe un label Bois des Alpes en certifiant certaines entreprises qui ont dans leur chaîne de transformation du bois provenance Alpes. Donc, une fois qu'elles sont certifiées, elles accèdent au marché et on fait de la prescription où le cahier des charges du projet à construire, de l'école à construire, est prévu et prescrite en bois local, Bois des Alpes. Donc, pour rentrer dans ce label, on va pouvoir filtrer et donner le marché à une entreprise qui est adhérente au label. Donc c'est quelque chose qui, effectivement, aide la filière locale régionale. Bien entendu, ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait une réelle politique nationale. Et surtout, il faut qu'au moment où on met en place ce Bois des Alpes, qu'on continue de privilégier la concurrence. On ne peut pas avoir celui qui est juste à côté dans le département, qui est hors de course parce qu'il est moins cher. Donc il faut respecter et mettre en place tout ça dans une bonne intelligence. Mais ça doit revenir à une stratégie de développement national. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'action? Nous, on a déjà French Timber. Il y a un label français qui est géré par la FCBA. Et ce label français, il donne une certification. Donc c'est quand même un label français qui est certifié. Alors après qu'on rentre dans des labels de marque, c'est un peu des lobbying régionaux. Pour ma part, on adhère à aucune marque régionale. On adhère au FCBA et puis à la marque French Timber. Je pense que s'il faut qu'on adhère à toutes les marques régionales, ça sera compliqué. Mais vous, par exemple, vous êtes proche des Alpes. C'est quelque chose que vous avez suivi, que vous avez regardé, qui peut être intéressant pour votre développement et les entreprises de construction locale? Pour le moment, on a étudié le dossier. Pour le moment, on n'a pas pris position par rapport à ça. On a aussi dans le Jura la certification bois du Jura, et a priori, pour le moment, ça suit son cours, c'est pas encore bien. Et ce qu'il faut, c'est d'abord développer des marques françaises, c'est-à-dire partir du haut et puis après quitte à ce qu'il y ait une spécificité. Il ne faut pas non plus que ça cache la concurrence. Parce qu'il ne faut pas que ça soit une manière de cacher la concurrence pour favoriser des bois locaux ou que le maire veuille traiter avec le local de l'État. De ce côté-là, il faut quand même avoir une vision française. Parce qu'autrement, ça ira pas. Je ne sais même pas si c'est pas à TACOP, ça. Je ne sais même pas si c'est pas... je sais pas si c'est pas à TACOP, ça. Samuel, je sais que vous travaillez un peu à ces questions de savoir comment l'aide à la prescription et l'aide à la prescription du bois local. Alors pas aussi, pas Bois des Alpes ou autre, c'est plutôt bois français, mais qu'est-ce que vous avez mis en place? Et est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples où on arrive à imposer, entre guillemets, c'est-à-dire à faire comprendre qu'on veut du bois local en prescription? Alors nous, notre travail, effectivement, c'est de rencontrer des gens qui sont porteurs de projets, ou bien du côté de la maîtrise d'ouvrage, ou bien du côté des différents décideurs d'un projet, ou bien de tout ce qui est la partie maîtrise d'œuvre, conception. Donc déjà, nous, on n'a pas choisi de partir vers des certifications parce que ça aurait encore moins de sens dans notre région, puisqu'on n'est pas une région très forestière. Mais par contre, on a choisi de faire de la diffusion de savoir, c'est-à-dire d'acculturer les décideurs à la forêt régionale française pour faire en sorte, et les concepteurs aussi, leur faire découvrir ce monde de la forêt et du bois et qu'ils comprennent quelles sont les essences, les produits qui existent dans notre région et en France et qui conçoivent avec. D'une manière générale, il y a une méconnaissance de la forêt et du produit bois. Je ne sais pas, c'est peut-être pas... Pour notre région, oui, il y a une très forte méconnaissance. C'est la filière forêt-bois et pas, je dirais pas refermée sur elle-même, mais c'est un monde à part entière et on ne le connaît pas. Dans les régions forestières, les élus, on connaît bien le bois et ce qu'on peut faire avec, ou on a perdu un peu la connaissance du bois?
Bon, au niveau des autorités publiques, évidemment, c'est pas, ils peuvent impulser, mais ce n'est pas eux qui vont transformer, scier les planches et construire. Donc il faut qu'on ait des impulsions nationales et derrière, la filière, elle va bien réussir à se développer. Et bien entendu, on tombe ensuite sur des stratégies parce qu'il faut revoir la fiscalité. Aujourd'hui, vous construisez une école en bois français, vous payez des charges sociales parce que vous êtes transformé, travaillé dans un atelier en France. Vous la construisez en métal, vous l'importez en kit, il n'y a pas de charge sociale. Donc vous êtes compétitivement déjà plombé de 10, 15, 20%. Donc vous voyez, on devrait reparler d'une fiscalité de produit parce que si je construis une école en métal de Corée, elle devrait avoir la même charge sociale, fiscale que sur la matière. Que la même chose faite en France. Aujourd'hui, vous faites le même produit en Allemagne et vous le faites en France, vous allez être fiscalisé sur le produit français, vous n'allez pas l'être sur le produit allemand. Donc il rentre comme de l'eau qui s'infiltre partout. C'est trop facile. Vous comprenez? C'est basique, c'est essentiel. Mais le produit allemand, lui, il a été fiscalisé en Allemagne, donc il a un coût de la fiscalité avec allemande. une fiscalité différente. Avec une fiscalité différente, mais... Partiellement, et si les Chinois, ça tombe déjà... Voilà, voilà. c'est l'exemple allemand, si vous voulez, qui me faisait rebondir. On ne va pas dire que c'est équivalent, mais on est quand même le même type de pays, avec le même fiscalité à peu près semblable. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? On arrive dans des impasses parce qu'il n'y a plus le budget gouvernemental ou le budget d'argent public qui maigrit comme une peau de chagrin. Aujourd'hui, en France, il n'y a plus de budget si tout le monde délocalise à l'étranger. C'est fini. Il n'y a plus de modèle français, il n'y a plus d'argent public. Et s'il n'y a plus d'argent public, il n'y a plus de stratégie publique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le fait d'être local permet aussi de faire rentrer des taxes dans le... C'est vital, c'est juste vital. Dans la caisse. Alors on va revenir sur ces exemples que vous développez et la manière dont vous essayez d'impulser. Donc on a compris, hein, vous travaillez sur la connaissance, sur bien faire comprendre ce que c'est que le bois et la forêt, c'est ça? Oui, alors c'est le premier travail. C'est le premier travail. Alors hein. ça peut être lors des premiers rendez-vous avec des personnes, des architectes par exemple, qui découvrent la filière et le bois local. On leur explique quelle est la ressource en région, en France. On bat les idées reçues comme quoi la forêt serait pas en croissance, enfin, etc. Et on explique vraiment dans le détail quelles sont les essences. Par exemple, tout simplement, aujourd'hui, prescrire de Douglas, c'est une solution très simple pour être quasiment sûr qu'on va aboutir à du bois français. À moins qu'on soit sur des produits d'ingénierie complexe, on a la première ressource en Douglas. Prescrire du chêne, c'est une grande partie de notre forêt. On a des chances qu'au final, ça se fasse avec une scierie locale, régionale. Du châtaignier, c'est pareil. Voilà. Après, il y a une autre étape qui est d'aider à concevoir avec ces produits. Bon, il y a eu des expériences, par exemple, de construction, par exemple le belvédère de la vallée de l'Eyrieux, qui a été construit avec des taillis, en fonction de la ressource locale en taillis, donc avec des sections d'ossiage courtes et de feuilles de diamètre. Conception d'une structure particulière par Angla Structure Bois, ça c'est très particulier. Mais il y a aussi la connaissance des produits. Donc nous, notamment par des salons comme le Carrefour du Bois ou par des visites d'entreprises, on fait connaître, on aide les entreprises à faire connaître leurs produits pour qu'ensuite les prescripteurs conçoivent avec. Voilà. L'idée c'est de faire connaître. Et alors, on n'a pas le droit d'imposer le bois local dans un appel d'offres. Non. Alors comment on fait, non pas pour détourner, mais quelles sont les astuces, on peut utiliser pour ça? On peut assez facilement mettre à égalité, parce qu'aujourd'hui on n'est pas à égalité. Aujourd'hui vous avez encore beaucoup de descriptifs qui sortent avec, par exemple pour des bois de structure en épicéa ou sapin du Nord. C'est marqué sapin du Nord. C'est illégal puisque vous n'avez pas le droit de faire référence à une origine spéciale. Par contre, on incite les concepteurs à faire des descriptifs, notamment pour les lots de structure, au moins en prescrivant des caractéristiques mécaniques, résistance aux champignons, etc., qui mettent les bois à égalité. Après, on peut aller plus loin, alors là, je parle de la commande publique. Oui. En marché privé, c'est plus facile. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas le... En commande publique, on peut cependant prescrire des essences ou prescrire des bois certifiés. Effectivement, une certification, on peut s'appuyer dessus, même si elle fait référence à une origine géographique. Par contre, nous déjà à notre niveau, on essaie de faire en sorte que les prescripteurs prescrivent des essences, conçoivent leurs espaces ou leurs revêtements extérieurs avec des produits issus d'essences locales. Et là, on a le droit de prescrire une essence si c'est justifié par l'objet du marché. Par exemple, vous voulez faire un habillage intérieur en contreplaqué de peuplier ou de pin maritime, qui sont des essences abondantes en France, que beaucoup d'entreprises fabriquent, vous avez le droit de le faire. Oui, parce que moi, maître d'ouvrage, j'ai envie d'avoir ce pain maritime, donc... ça peut faire référence justement, on parle de politique de territoire,
Bon, c'est un peu maritime ou un peuplier. Nous, par exemple, on a des fabricants de contreplaqué de peupliers dans l'Ouest. Ça fait référence. Vous avez un bâtiment public, il est habillé de peuplier. Ça a une histoire. C'est une histoire aussi du territoire. Il est construit par des scieries qui sont... Voilà, l'histoire du territoire, c'est le peuplier. Ça parle énormément aux politiques. Monsieur Sandeau, sur cette question? Oui, on a aujourd'hui des outils tout à fait disponibles et importants pour ce développement. En termes de marché public et de commande publique, aujourd'hui, beaucoup de projets passent par ce qu'on appelle la conception-réalisation. C'est-à-dire qu'une entreprise avec un maître d'œuvre dessine une école, chiffre une école, intègre une école et le maître d'ouvrage la choisit. S'il choisit le groupe Dupont pour faire son école et que ces gens-là ont prévu la filière locale, c'est fini, c'est signé, on y va, on le développe, on a un délai, on a un encadrement, on a un prix, on a l'ensemble. Donc on a tous ces outils. Après, c'est que des questions de stratégie et de volonté. Samuel? Oui, il y a eu aussi une petite jurisprudence, que je ne suis pas juriste, mais assez récente, où en fait le bois était considéré comme un produit agricole et donc peut être prescrit en circuit court. Alors circuit court, c'est pas forcément circuit local, c'est circuit sans intermédiaire. Donc on peut par exemple demander à ce que le charpentier s'approvisionne directement auprès d'un négoce ou d'une scierie qui fabrique du bois local. Voilà. Mais c'est un petit peu dangereux. Voilà, mais on rentre un peu dans des détails. Il y a une chose aussi, c'est qu'au niveau de la conception, si vous concevez les projets avec des dimensions et avec des sections spéciales, ça a l'avantage de faire à peu près que vous êtes pratiquement sûr d'avoir du bois local. Ça aide énormément. Ouais. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les scieries françaises, elles sont adaptées à faire des débits sur liste, à faire des débits spéciaux. Et si vous avez une conception disons, plus traditionnelle, avec de la charpente taillée plus traditionnelle, eh bien, il y a de grandes chances que ça se fasse en bois local. Et je profite de la tribune pour vous dire qu'au niveau des plans d'occupation des sols, ils mettraient uniquement dans le lot charpente, faire des charpentes avec du bois, avec de la charpente traditionnelle, ça éviterait une grande partie des fermettes. Je sais pas s'il y a des fabricants de fermettes ici, et ça nous permettrait d'avoir du boulot. Ça nous permettrait de mettre du bois local et surtout de faire travailler nos usines. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, il peut être politique et il est très simple. Vous écrivez une ligne, mettre de la charpente traditionnelle dans les charpentes dans les maisons individuelles, et là, ça solutionne 80% des problèmes. D'accord. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans le département de l'Ain. Au niveau des plans d'occupation des sols, on va essayer, on ne sait pas si on va pas se faire retoquer, mais ça serait quand même un point positif. Un point positif. Donc, je vais vous demander d'ajouter une petite conclusion. Ce serait celle-ci, votre conclusion, de voir un peu comment politiquement on peut aider. Quel message à délivrer à vos élus, ce serait quoi? Non, ma conclusion, c'est qu'il faut garder la valeur ajoutée en France. Parce qu'on nous, on est responsable de notre personnel. Notre personnel, il a la confiance en nous. Et que si on veut continuer à le rémunérer correctement, eh bien, il faut qu'on ait du travail. On ne veut pas de subventions, on ne veut pas de réunions. Simplement pouvoir travailler. Ce qu'on veut, c'est du boulot. Et du boulot, eh bien, politiquement, il y a des éléments pour qu'on en ait. C'est au niveau des plans d'occupation des sols, mettre de la charpente traditionnelle et puis adapter notre forêt. Samuel Rialan, pour Atlan-Bois, une petite conclusion? Non, je pense on a pas mal d'outils, on a une filière forte. Vous avez développé des outils, vous en avez deux. Oui, nous on a fait des outils dans le cadre d'une action qui s'appelle Préco-Bois, notamment je vous ai amené celle qu'on a fait sur le construire avec le bois pour l'environnement, qui se base sur des études de cas. Et puis intégrer les bois locaux dans la commande publique, des astuces. Non, je pense on a quand même des outils. On fait déjà peut-être quand même déjà 50% de bois français dans la construction, en France à peu près, je pense. Oui. C'est une estimation à la louche, mais personne n'en fait trop, donc on n'est pas encore complètement dans les choux, mais on peut aller vers les 80-100% assez facilement. On a la ressource pour, les savoir-faire. Il faut que tout s'accorde. Monsieur Sandoz, vous avez eu l'introduction, vous aurez aussi une conclusion. Écoutez, notre motus chez nous, c'est Génération Bois, donc c'est d'abord comprendre l'histoire, savoir d'où on vient, travailler sur le présent et préparer le futur. Donc ces trois-là, ça ne changera jamais. Aujourd'hui, très important de poser le vrai diagnostic sur ces crises, sur cette crise, sur ces crises, pour savoir comment se développer, parce que sinon on va aller dans le mur, parce qu'on sera parti sur le mauvais cheval. Donc il est très important d'avoir une vision macro et une vision micro. Voilà, c'est une vision macro pour pouvoir revenir sur le micro. Pour pouvoir revenir sur le micro, et là on a tous les outils, on le voit bien, puisqu'on se développe, d'autres se développent, et qu'il y a plein de solutions. Donc c'est des défis importants. La filière bois est obligatoirement et incontournablement un allié prioritaire dans toute la stratégie nationale. Merci messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette petite émission. Merci.